je suis avec Sylvain Parasi, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Sylvain? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je suis sociologue, maître de conférences en fait, à l'université Paris-Est, Marne-la-Vallée. Et je travaille essentiellement sur la presse à l'heure un peu du numérique, des données notamment, du web et des données. Alors, tu travailles sur le journalisme de données, le data journalisme. Tu as fait un travail à propos d'une enquête data journalisme qui a été menée en Californie. Alors, qu'est-ce qu'elle a révélé, cette enquête? Oui, en fait, c'était un scandale en fait, qui a été révélé en avril 2011 en Californie et qui concernait en fait la sécurisation sismique de l'ensemble des bâtiments scolaires de Californie. Et ce que les journalistes d'un site qui s'appelle California Watch ils ont révélé en fait voilà, un grand scandale lié au fait que près de 20 000, en tout cas plusieurs milliers d'écoles en Californie sont absolument pas du tout sécurisées en cas de tremblement de terre, et ce qui fait que par exemple il y a des énormes vitres qui en cas de tremblement de terre pourraient évidemment se fissurer, tomber sur les élèves, etc. Et donc, voilà, c'est un danger énorme. Alors, un gros scandale révélé par cette équipe de journalistes, au terme d'une enquête qui est en fait beaucoup plus compliquée qu'on ne pourrait l'imaginer. Ça commence avec un fichier de données, un fichier Excel, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quoi ce fichier d'abord? Oui, en fait, c'est une enquête qui a duré 19 mois, hein, donc, qui commence en septembre 2009. Donc c'est vraiment une enquête qui demande des moyens considérables. Et tout commence par un fichier Excel que l'un des investigateurs, des journalistes d'investigation, Corey Johnson, réclame auprès de l'autorité qui est chargée justement de la certification des bâtiments scolaires en Californie. Et voilà, ce fichier Excel voilà, révèle, en tout cas montre que près de 9000 écoles ne sont absolument pas certifiées à cette époque-là. Donc, il fait appel au droit des citoyens à avoir accès aux données administratives. Dans ces données, 9000 écoles sont potentiellement pas aux normes sismiques qui normalement prévalent en Californie. Ensuite, que se passe-t-il? Alors, à partir de ce moment-là, dès le départ, en fait, il se donne pour objectif de créer une grande base de données qui permettrait de relier à la fois donc l'information sur chaque école, son statut du point de vue de la sécurisation sismique, et puis évidemment la distance, sa localisation par rapport à la faille géologique qui traverse la Californie. La fameuse faille de San Andreas Voilà, exactement. qui traverse la Californie. Ce qui est en fait très compliqué parce qu'il y a la faille elle-même et puis il y a des zones qui sont des zones très dangereuses parce que le sol est plus liquide. Et donc du coup, ce qui a des conséquences plus fâcheuses en fait pour les gens. Alors, en faisant ce travail, en rapprochant ce fichier Excel des écoles qui ne sont pas aux normes et celui de la faille géologique, à quoi arrive-t-il? Eh bien, tout de suite, ils arrivent à d'énormes problèmes parce que ça se passe en début octobre 2009 et ce qui semble être au départ une très bonne idée, évidemment, de produire cette révélation en rapprochant ces données, eh bien, s'avère beaucoup plus délicat dans les faits parce que ces journalistes, en fait, se rendent compte que les données qu'ils sont en train d'utiliser posent problème. Ils sont de moins en moins certains qu'ils correspondent à une réalité absolument objective. Donc ce sont des données qui proviennent en grande partie, pour une grande partie, de l'administration, et ce sont des problèmes dont les journalistes découvrent peu à peu qu'en fait ils posent de plus en plus de problèmes. Un exemple, eh bien par exemple la faille géologique qui traverse la Californie. Au départ, ils se disent, ils récupèrent ces données-là de localisation, et ils se disent au départ, voilà, ce sont des données absolument objectives. C'est-à-dire que ce sont des données qui sont produites par des géologues, des scientifiques. Voilà. Et puis, suite à un tuyau que Corey Johnson obtient de la part d'une des sources dans l'instance chargée de la régulation, eh bien, il découvre qu'en réalité, la description administrative de la faille a beaucoup changé depuis les années 70, qu'elle n'a pas arrêté de se rétrécir du fait des lobbies en fait, immobiliers qui cherchaient à rendre ce terrain constructible et donc à évidemment, réduire la définition administrative de cette carte de la faille. Et donc, nécessairement, ils se rendent compte progressivement que la plupart des données sur lesquelles ils travaillent en fait, sont des données qui sont en tout cas sujettes à caution et dont la manipulation n'est pas du tout évidente. Donc le projet de construction de cette base pose des problèmes aussi parce qu'il prévoit de faire une application, une carte interactive, donc, qui serait donnée, qui serait rendue publique, et chaque parent d'élève pourrait
priori y accéder, eh bien ils sentent un problème. C'est-à-dire que voilà, ils peuvent pas avec assurance produire cette carte qui produirait des résultats suffisamment précis pour qu'on n'alerte pas évidemment à tort, sans bonne raison, les parents d'élèves en question. C'est-à-dire que les données administratives, y compris sur des choses a priori claires, nettes, comme le tracé de la faille, celles-là sont sujettes à caution puisque ça s'est déplacé au fil du temps. Et Voilà. les données sur les écoles s'avèrent elles aussi problématiques. Oui, pour une simple raison un peu banale, mais qui se pose très très souvent dès qu'on manipule des grandes bases de données, c'est la description des écoles. On a des dizaines de milliers d'écoles, évidemment, en Californie, et elles ne sont jamais appelées pareil. C'est-à-dire que toutes les instances administratives ne les appellent pas de la même manière. Et donc du coup, comment on fait quand on est journaliste et qu'on doit, pendant plusieurs mois, essayer, au total ça durera près d'un an, de certifier, de pouvoir certifier que telle école, c'est bien telle école et c'est pas une autre. Alors comment ils ont fait pour régler ce problème-là? Eh bien, en grande partie, ils ont fait beaucoup de vérifications. Ça a duré pratiquement un an. Sur le terrain, en allant sur place? En allant sur place, en se déplaçant, en interrogeant, en utilisant aussi Google Maps pour vérifier. Voilà, c'est ce qu'il fait. Donc, à chaque fois, ils ont essayé pendant près d'un an, en tout cas, non seulement de nettoyer, comme on le fait habituellement, mais aussi de certifier, de vérifier l'ensemble de la base de données en essayant de confronter cette base de données à ce qu'ils appellent des real-life evidence, c'est-à-dire des preuves de la vraie vie, qui seraient confrontées justement à la base de données. Et ce travail a duré un an, et c'est seulement au bout d'un an, c'est-à-dire en octobre 2010, qu'ils en viennent à constater qu'effectivement, il y a une vraie correspondance entre ce qui se trouve dans la technologie, ce qui se trouve dans la base de données, et ce qu'on voit sur le terrain, c'est-à-dire ce que les reporters sur place, dans les lycées, dans les collèges, etc., voient de leurs yeux. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu une base de données au départ qui leur a mis la puce à l'oreille, mais finalement, c'est eux-mêmes qui sont allés vérifier chacun des éléments de cette base de données, le renseigner, le préciser, invalider certains éléments avant de pouvoir communiquer le résultat de leur travail à leur public. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, ils ont pris des données qui provenaient de sources très très différentes et qui, entre la plupart des administrations elles-mêmes, évidemment, n'ont pas les mêmes façons de décrire le réel. L'objectif vraiment de cette base était de construire une application qui était à but journalistique. C'est-à-dire que c'est pas comme forcément un chercheur qui essaierait de faire sa base de données. C'est pas exactement les mêmes normes. Parce que, alors, il y a plusieurs normes qui diffèrent. Il y a évidemment des normes juridiques, parce que on peut se faire attaquer quand on est journaliste, surtout aux États-Unis. Donc, il faut faire attention. On peut être poursuivi par certaines écoles ou certains districts scolaires, par exemple, qui auraient pu dire c'est pas exact, vous alertez les gens à tort. Et puis il y a cette question aussi de la responsabilité morale à l'égard du public, parce qu'il ne faut pas créer de panique un peu inutile. Donc voilà, donc ils essayaient de trouver, y compris dans la conception de l'algorithme lui-même, des manières de préciser des paramètres qui permettaient de respecter ces conventions-là, ces normes-là. Un exemple simplement, c'était quand ils ont récupéré les données géologiques. C'était des données, donc dans une base de données qu'ils ont intégrées à leur propre base de données. Mais évidemment, comme ce sont des données géologiques, elles sont toujours projetées, puisque la Terre étant ronde, on projette toujours. Évidemment, quand on reprend ces données, qu'on les reprojette une nouvelle fois sur une carte interactive, ça fait des décalages qu'on ne maîtrise pas forcément quand on est journaliste, c'est pas facile. Et donc du coup, ils ont dû introduire dans les algorithmes des définitions plus larges. Ils ont mis des zones d'incertitude. Voilà, des zones d'incertitude pour essayer comme ça de trouver des compromis pour que ce ne soit pas trop gênant, à la fois qu'on permette vraiment d'alerter des parents d'élèves et qu'on ne passe pas à côté d'une situation un peu risquée. Donc là, on voit qu'il y a eu un processus assez compliqué, mais finalement assez traditionnel en matière de journalisme, de vérification, de recoupement des données. Et finalement, donc gros scandale, pour quel impact? Un impact véritable? Alors, un impact véritable, c'est-à-dire que tout de suite, il y a eu énormément de reprises médias, considérables, et puis un processus législatif qui s'est mis en place à l'échelle de toute la Californie, qui a duré assez longtemps, qui a duré donc d'avril 2011 jusqu'en décembre 2012. Il y a même eu un projet de loi qui malheureusement a été interrompu parce que, pour des raisons essentiellement budgétaires, parce que en fait, le scandale était tellement massif qu'on avait tellement de dizaines de milliers d'écoles qu'il fallait faire des travaux, que ça représentait un budget énorme, et du coup, pour des raisons budgétaires, ça a été stoppé. Alors voilà, c'est pas une bonne raison forcément, mais c'est-à-dire qu'en tout cas, on peut dire qu'il y a une prise de conscience un petit peu plus large, en tout
un effet considérable. Mais vous avez raison, c'est vraiment le point vraiment central, c'est qu'on voit bien qu'on ne bascule pas dans un monde qui serait celui d'un monde de pur informaticien avec des normes totalement différentes. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un monde journalistique où effectivement on utilise les règles de l'enquête, les règles du reportage, ce qui conduit à cette chose qui n'existait pas auparavant, c'est-à-dire de réussir à passer un an à travailler sur une base de données, évidemment pas en continu, mais en tout cas à essayer de la nettoyer et faire qu'elle corresponde à la réalité. C'est ce qui est en fait un vrai travail de reportage. Une des personnes que j'ai interrogées m'a dit ça, m'a dit en fait on a découvert que construire une base de données, construire une application, c'était un travail de reportage. Merci Sylvain. Merci.